bonjour mesdames, mesdemoiselles, messieurs, je suis ravi de vous retrouver pour un nouvel entretien mortel, ces entretiens qui réunissent des médecins, des pharmaciens, des vétérinaires, des scientifiques, des chercheurs, des citoyens, des gens qui accompagnent les décès. Le titre entretien mortel peut paraître étonnant, mais c'est l'idée de remettre la question de la mort au milieu de la table et de s'en réemparer, nous, en tant que citoyens et puis en tant qu'humains, en serrant les coudes les uns avec les autres, à un moment un peu particulier de l'agenda législatif, puisque la loi Falorni sur l'aide active à mourir, dit autrement l'euthanasie et le suicide assisté, a été votée au Parlement par les députés et puis va être discutée par les sénateurs à la rentrée. Il y a déjà des auditions qui sont en cours au niveau sénatorial pendant cet été et puis il y a une grande partie des citoyens qui sont simplement pas au courant ou qui n'en ont pas forcément entendu parler ou qui ont des a priori dans un sens ou dans un autre. Il y a aussi tout un son de cloche médiatique et une sorte de propagande sous-jacente. Et intéressant de remettre ça au milieu de la table et de reconvoquer la discussion de ceux qui connaissent un peu ces sujets, qui ont déjà une expérience, puis de ceux qui n'en ont pas. On va tous être confrontés à un moment ou à un autre à notre propre mort, à la mort des gens qu'on aime. Ça fait partie des choses qui viennent nous mettre au défi. Donc, il serait heureux de pouvoir en parler. Moi, je suis le docteur Louis Fouché, je suis médecin spécialisé en anesthésie et réanimation et puis en éthique et en anthropologie de la santé. Et j'ai aucun conflit d'intérêt avec une association militante dans un sens ou dans un autre. Et puis, je remercie les éditions Exuvie de Fabien Moine, Nexus, le conseil scientifique indépendant et puis Essentiel News, ainsi que Pierrick Thévenon de diffuser ces entretiens de manière complètement bénévole, sans rien en attendre en retour. Je précise simplement qu'ils ne sont pas forcément en accord avec les opinions des différentes personnes qui parlent pendant ces entretiens. C'est vraiment l'idée que la parole soit libre, qu'on soit une agora où on puisse être en désaccord, et c'est pas grave, c'est tant mieux. Donc l'idée n'est pas de vous forcer à penser comme ci ou comme ça, mais d'essayer d'écouter chacun dans ses points de vue et de voir à la fin qu'est-ce qu'il en reste. Et donc évidemment, les paroles qui vont être tenues pendant cet entretien n'engagent que que ceux qui les prononcent. Voilà. Merci beaucoup. Et aujourd'hui, on va recevoir des gens un peu particuliers pour éclairer le sujet depuis un petit peu en dehors, puisque les trois personnes que je vais recevoir sont vétérinaires. Alors, je reçois Céline, Laurence et Naïla. Bonjour à toutes les trois. Vous allez bien? Bonjour Louis. Bonsoir Louis. Bonjour Louis, tout va bien. Ouais, merci beaucoup d'être là. Céline, est-ce que tu veux bien te présenter pour le public qui ne te connaîtrait pas et puis peut-être présenter aussi les enfants phares, la synergie ou les différents projets, le farandole auxquels tu contribues aussi. C'est peut-être l'occasion de mettre un petit coup de projecteur dessus. C'est gentil. Je vais faire vite pour pas monopoliser trop, mais grosso modo, moi je m'appelle Céline. Alors je suis vétérinaire de profession depuis plus de 15 ans maintenant. J'ai travaillé dans plusieurs circonstances. J'ai fait à la fois un cabinet mixte où je faisais des petits et des gros animaux, donc aussi des animaux de rente. Puis après j'ai fait un peu plus de canine pour remplacer les confrères à droite à gauche. Et j'ai fini par de la protection animale pendant plusieurs années, donc pour la SPA, avant de décider de me former en complément en naturopathie animalière. L'idée, c'est de pouvoir avoir une médecine, on va dire une santé intégrative, de faire en sorte d'avoir à la fois des méthodes naturelles pour se soigner et utiliser aussi tout ce qui est bon dans l'allopathique, parce que voilà, pour moi, il y a pas mal de choses à utiliser. Donc voilà, je suis en train de me former là-dedans pour pouvoir proposer dès la fin de l'année une prise en charge encore plus poussée de mes patients. Donc ça, c'est mon côté vétérinaire. Et à côté, je m'engage dans pas mal de projets. Comme tu l'as dit, je fais partie des Enfants Phares. Les Enfants Phares, c'est une association qu'on a montée. Alors, le journal qu'on a fait existe depuis 2022, mais l'association, elle existe depuis fin 2023 pour pouvoir mettre en page un journal qu'on propose en version libre, gratuite sur notre site lesenfantsphare.fr. J'en ai un exemplaire là pour montrer voilà, santé, on en fait sur l'eau. Enfin, à chaque fois, on a un thème différent et on a à cœur de mettre la lumière, le phare, comme on dit, sur les solutions. C'est un journal bénévole, fait bénévolement par une équipe qui travaille sur son temps libre. Et donc voilà, on essaye d'en sortir un tous les 2 à 3 mois. Ça dépend un petit peu de notre temps libre. On essaye de faire au mieux. Voilà pour ce qui est du farandole. Et après, voilà, je m'implique aussi beaucoup dans la mise en lien entre les gens pour essayer de faire en sorte que des synergies naissent entre les différents projets, entre les gens. Et vous risquez de voir passer, parce que je la vois arriver, un chat pendant l'émission. Vous inquiétez pas, c'est normal. C'est le propre de tout vétérinaire d'avoir au moins un animal à la maison, si ce n'est plus. Voilà. Merci beaucoup Céline. Donc, je comprends que tu as un regard à la fois ample et
et une expérience ample aussi de différents types d'animaux, et puis avec les humains aussi, à essayer de créer des choses et de mettre en synergie, et puis que tu es en train d'élargir ta pratique. Voilà le chat justement dont on voit les oreilles. Oui. Et Laurence, est-ce que tu veux bien te présenter à ton tour? Oui, bonjour. Alors moi, je suis Laurence, je suis vétérinaire diplômée depuis 86, donc je suis un petit peu la plus âgée des trois. J'ai exercé pendant 20 ans, alors j'ai fait un peu de rural pendant mes études parce que ça m'attirait. Puis finalement, j'ai opté pour la facilité du mode de vie en ville, donc j'ai fait de la canine. Et puis je me suis arrêtée, alors normalement provisoirement pour élever mes filles, justement, parce que je trouvais que c'était important de leur consacrer du temps, étant donné que je les avais eues à un âge relativement avancé. Et puis, bon, la vie a fait différentes choses, positives, négatives, etc. Je n'ai pas pu reprendre tout de suite mon activité. Et puis, ce qui m'est arrivé, c'est que j'ai fait aussi une ouverture sur d'autres pratiques médicales, un peu comme Céline est en train de faire en ce moment. Du coup, je me suis formée à différentes choses, la phytothérapie, etc. Et, et souvent, pas seulement avec des vétérinaires. Alors, avec des vétérinaires comme enseignants, mais aussi avec des médecins. Et ça veut dire que j'ai été très vite accueillie dans la communauté j'ai franchi la barrière d'espèces, on va dire. Et j'ai été agréablement surprise de voir comment j'ai été accueillie par les médecins. Enfin, j'ai travaillé avec des gens comme du laboratoire Velleda, etc., qui m'ont initiée à la médecine anthroposophique. Alors, ce n'était pas la plus simple pour commencer, mais je me suis aperçue qu'on était une grande communauté de soignants. Et ça m'a fait très plaisir au début, j'étais un peu timide, je ne me sentais pas à ma place. Et puis finalement, oui. Et de fil en aiguille, j'ai continué. Je n'ai pas voulu retourner dans la pratique classique. Et je suis donc conseillère en santé naturelle pour les humains et pour les animaux. Donc, je ne pratique pas la médecine. Je ne suis pas médecin, mais j'arrive en second sur le dossier médical pour un peu orienter les gens quand ils souhaitent. Parce qu'ils entendent beaucoup parler des médecines complémentaires, mais il faut faire attention, il y a aussi un peu de tout et n'importe quoi. Voilà. Et puis ça m'a amené à la période Covid. Et alors là, à la période Covid, cette préparation que j'avais, cette ouverture à être dans le monde des soignants plus largement, je me suis retrouvée avec des gens que tu connais bien, Louis, puisque quelque part, c'est un peu sur ton idée qu'on s'est retrouvés. Et je fais toujours partie, enfin, on est toujours reliés à un grand collectif en région Île-de-France qui s'appelait Réinfo à l'époque. Enfin bon, et c'est vraiment, ça a été précieux pour moi, ça a été vraiment super. C'est grâce à ça que j'ai tenu, au fur et à mesure que je découvrais un peu les inepties qu'on nous sortait. Et là, j'ai retrouvé justement les médecins, les sages-femmes, les infirmières, les aides-soignants. Et je me suis aperçue que ce qui était super, c'est qu'avant, dans la médecine complémentaire, c'était un peu séparé. Il y avait ceux qui étaient dans la médecine complémentaire et puis les autres. Puis on ne se parlait pas trop, on n'osait pas trop. À la limite, moi, je n'essayais pas de faire de prosélytisme. Et puis là, je me suis retrouvée avec des médecins et autres qui n'avaient pas cette connaissance, qui n'avaient jamais poussé la porte de ces médecines-là, mais qui étaient accueillants. Et ça a été une grande différence et porteur d'espoir. Ça veut dire que même des gens ils étaient bien dans leur médecine classique, mais là, comme il y a quand même un gros grain de sable qui s'est présenté, ils se sont ouverts et ça a été vraiment super. Et du coup, je pense que c'est vrai que c'est intéressant qu'on parle en tant que vétérinaire aussi de la mort des animaux, qui est un petit peu un tremplin pour parler de notre propre mort. Je pense qu'il y a beaucoup ce rôle-là. L'animal, il nous initie à beaucoup de choses, souvent à la joie, parce qu'ils sont très joyeux. Mais il nous prépare aussi au moment un petit peu plus délicat dont on ne parle pas assez dans la sphère des humains, à mon sens. Voilà. Merci beaucoup, Laurence. Je vais passer la parole à Naïla. Naïla, peut-être les auditeurs t'ont déjà vu dans Réinfo Santé, où tu as animé plusieurs émissions. Est-ce que tu veux bien et puis on a participé ensemble à une émission sur la mort, justement. Est-ce que tu veux bien te présenter, toi aussi? Bonjour à tous. Donc moi, c'est Naïla. Je suis également vétérinaire de formation depuis 22 ans maintenant. Mais très tôt, je me suis formée aux médecines naturelles pour augmenter mon panel thérapeutique. Donc, j'ai un parcours un peu similaire à Laurence. Ça fait une vingtaine d'années aussi que je me suis formée. Alors, d'abord à l'ostéopathie, et c'est l'ostéopathie qui a été mon tremplin pour accompagner également des humains qui me demandaient. Donc, j'ai aussi ces deux casquettes-là.
Et donc, effectivement, ben, comme tu le dis, par rapport à la mort, nous y sommes confrontés dans nos pratiques. Mais c'est au-delà de ça, comme disait Laurence, c'est un apprentissage de la vie. Elle a une fin qui est la mort. Et les animaux nous permettent ce genre de choses. Et donc, c'est en ça que ben, je souhaitais pouvoir participer à ces entretiens pour aussi apporter un éclaircissement de cet accompagnement qu'on peut faire au niveau animal. Parce que effectivement, c'est un moment douloureux hein, quand c'est la fin de vie, mais c'est important que justement ce soit désacralisé pour se l'approprier complètement. Donc voilà. Donc, je tenais à participer. Merci à vous tous. Merci beaucoup, Naïla. Effectivement, pour peut-être beaucoup d'enfants, ça a été le premier contact avec la mort, avant même que les grands-parents ne décèdent. Il y a l'amiral de compagnie, le poisson rouge, la poule, à la ferme, les animaux de la ferme. C'est ce premier moment où on se heurte à la finitude, au fait que un moment avant, l'animal était vivant, et puis un moment après, il est mort. Et il y a eu comme un claquement de doigts et c'était terminé. Et puis il y a ce questionnement pour les parents, pour l'entourage. Qu'est-ce qu'on fait? Est-ce qu'on jette la carcasse à la poubelle et on s'en fout? Et on sent bien que ça va pas, ça peut pas être juste ça. Est-ce que l'une d'entre vous peut commencer? Parce que peut-être en tant que vétérinaire, vous vous attendiez pas non plus à devoir vous occuper de la mort. Alors, je peux enchaîner, mais je peux pas dire qu'on s'attend pas à s'occuper de la mort parce que dès le début de nos études, on est conscient, on nous dit hein, qu'on va pratiquer des euthanasies. Donc, c'est forcément quelque chose qu'on sait qu'on va faire. Maintenant, on le redoute tous, je pense. Hein, enfin, je peux parler au nom de tous les vétérinaires, mais pour avoir vu beaucoup parce qu'on parle beaucoup sur les réseaux sociaux entre vétos, et en fait, on se rend compte que c'est toujours un moment qui est très appréhendé par la majorité ou la quasi-totalité des étudiants, en fait, le jour où on va être confronté à nos premières euthanasies. Et c'est le cas, parce que c'est éprouvant à plein d'égards, en fait, parce qu'il y a à la fois le côté ôter la vie à un animal, ou même si on le fait pour son bien en général, entre guillemets, hein, parce que ça peut paraître bizarre, mais le but c'est de soulager, c'est d'apaiser, c'est d'offrir une mort douce pour un animal dont on ne peut plus assurer le confort de vie en fait, c'est-à-dire qu'on ne le laisse pas souffrir. Donc du coup c'est un moment qui est compliqué parce qu'on pousse quand même la seringue qui lui ôte la vie. Bien que ce soit pas le plus dur, je pense. Enfin, moi, personnellement, c'est pas comme ça que je l'ai vécu. Le plus difficile, c'est d'affronter, je pense, le chagrin et le contexte des propriétaires qui sont autour. Et parfois, d'affronter aussi la souffrance de l'animal à qui on ôte la vie. Parce que ça arrive des fois qu'on nous amène des animaux qui sont dans un état presque trop tard, j'allais dire, dans le sens trop tard pour agir, mais trop tard pour avoir évité une certaine souffrance. Et la détresse des propriétaires est aussi très difficile à gérer. Donc, moi, je dirais, pour répondre à ta question, vraiment, l'euthanasie, on sait quand on va être vétérinaire qu'on va y être confronté parce qu'on a tous fait des stages, on a tous vu comment ça se passait. Le plus dur, c'est d'apprendre, entre guillemets, à ne pas pleurer parce qu'on est dans un monde où on masque nos émotions, alors que c'est pas forcément bon, n'est-ce pas, Naïla? On peut les accueillir et les vivre, mais face à des propriétaires, quand on est dans l'acte, moi, je me suis toujours retenue pour la principale raison que si je pleure, je perds mes moyens en fait, je vois plus clair et j'ai pas envie de louper un moment aussi important pour les gens. Donc voilà, après je pourrais revenir sur des exemples, mais je vais laisser mes consoeurs parler. Donc pour continuer sur ce que dit Céline, alors oui, effectivement, normalement, dans nos professions, l'euthanasie arrive quand il n'y a plus de solution thérapeutique pour l'accompagner. Alors moi, pas personnellement, mais je sais qu'il y a des moments où on nous demande d'euthanasier un animal parce que, alors qu'il est toujours en santé, mais qu'il n'y a pas pour le propriétaire à ce moment-là une autre solution. Et ça, c'est pas, en tout cas, moi, je me suis toujours refusée à euthanasier un animal qui n'était pas dans cette période de fin de vie. Mais ça existe aussi. Il faut aussi se rendre compte de choses, c'est que à partir du moment où on a cette possibilité-là, des fois, elle n'est pas non plus uniquement pour soulager quand on ne peut
on n'a plus de solution thérapeutique de prolonger la vie. Donc, il faut aussi avoir ça en tête. Certains confrères sont confrontés à ce genre de choses. Et donc, là, comme on est là aussi pour voir des fois en milieu humain, est-ce qu'il n'y aurait pas non plus des dérives une fois qu'on a ouvert cette porte possible d'assistance au suicide, qu'est-ce qu'on va en faire? Donc là, c'est un peu un garde-fou parce que il faut aussi avoir cette image-là en tête. C'est pas uniquement pour de la fin de vie. Donc je tenais à nuancer les paroles de Céline. J'avais pas encore abordé, je suis désolée. C'était un truc que je pensais dire plus tard, en fait, c'est pour ça. Mais vas-y, t'as bien fait de m'écouter. Non, mais c'est pas grave, on est là pour ça, vas-y. C'est très intéressant ce que tu apportes, ça veut dire que au fond, toutes les situations ne se valent pas. Il y aurait des situations où l'euthanasie vous semble comme moralement acceptable, on va dire, et d'autres fois où non. Tout à fait. Tout à fait, oui. Notamment, par exemple, je pense à la période des années 90, où on avait le début des chiens catégorisés, là, les problèmes de chiens qui n'avaient plus le droit d'exister. En fait, il y avait même un hiatus juridique à ce moment-là, parce c'était pas très clair. Ils ont commencé à imposer que les pitbulls, entre guillemets, et quelques autres races soient interdits. Et le problème, c'est que le vivant, c'est pas comme ça que ça marche. Donc, on avait des chiens qui n'étaient pas forcément dangereux, mais qui, du coup, tombaient sous le coup de la loi et qu'on était censé euthanasier. Je me rappelle que ça a été très, très difficile. On essayait de trouver des solutions avec des associations quand le chien était vraiment sympa, parce qu'on sait quand même évaluer un chien sympa et un chien dangereux. Et ça a été très, très difficile, parce qu'on était contraint par la loi. Et ça me fait penser un peu là, j'espère qu'avec cette loi, si elle passe, qu'il n'y aura pas des soignants qui seront dans des situations absolument terribles où on doit donner la mort malgré soi. Enfin, il y a une histoire d'éthique. J'ai beaucoup aimé ton échange avec le médecin canadien qui parlait de ça, de l'importance de l'éthique. Et c'est vrai que moi, dans mon exercice, comme j'ai exercé il y a déjà assez longtemps, à mon propre compte, ou en tout cas au début chez des patrons, mais qui me laissaient vraiment la liberté de mon exercice et de ma conscience, et puis après à mon propre compte avec une amie, j'ai toujours eu la chance de pouvoir pratiquer des euthanasies d'une façon, on va dire, confortable pour moi, c'est-à-dire de pouvoir prendre le temps avec les gens pour les amener tranquillement, parce en fait, chaque cas est différent. Il y a des gens pour lesquels ils savent déjà quand ils nous l'amènent que ça va être pour nous demander ça. Il y en a, c'est des découvertes fortuites, parce que des fois, c'est en posant le diagnostic qu'on comprend que voilà, ça ne va pas aller. Donc, il y a tous les cas de figure, et je pense qu'il faut vraiment faire de l'individuel et pouvoir accompagner les gens là où ils sont, en fonction de qui ils sont, et surtout pas dans le jugement, parce qu'on a vite fait de juger, de se mettre à leur place, de dire moi je ferais comme ça, mais non, c'est pas comme ça que ça marche. On attend de nous qu'on soit vraiment neutre, tout en respectant notre éthique. La crête est assez étroite, mais j'ai eu la chance de pouvoir la respecter, parce que j'étais dans un monde veto à l'époque qui était peut-être différent de ce qu'il est devenu maintenant, avec une certaine standardisation, un peu comme en médecine humaine. Et je sais j'accorde beaucoup d'importance au bon moment pour faire les choses. Et je me souviens, bon, c'est vrai que quelquefois, je vais prendre l'exemple d'un chien que j'avais eu quand j'étais toute jeune veto. Je n'étais pas encore très expérimentée sur tout ça, mais en plus, c'était le chien de la famille d'un ami à moi. Et on m'amène un vieux chien qui était en insuffisance rénale chronique terminale, bon, urémie, etc. Donc, j'analyse vite la situation, et je m'aperçois que malheureusement, ça va mal se finir. Et c'est vrai qu'on propose l'euthanasie dans ces cas-là, parce que c'est vrai que le chien, il part dans une déchéance physiologique quand même assez douloureuse. Et là, la jeune femme qui me l'amène me dit « Ah, mais c'est pas possible, parce que c'est le chien de maman. Elle est partie en voyage, elle revient dans 15 jours. On ne peut pas du tout faire ça tant qu'elle n'est pas là. » Et là, je me suis dit « Ouf, ça ne va pas être facile. » Mais bon, j'ai donné des conseils, j'ai essayé de faire un peu de palliatif et tout. Bon, je leur ai dit qu'ils pouvaient me rappeler, me le ramener quand ils voulaient, etc.
Pendant 15 jours, je n'ai pas eu de nouvelles. Je me suis un peu inquiétée pour le chien. Et puis, au bout de 17 jours, j'ai reçu un appel me remerciant de tous mes bons soins. Et pour m'annoncer que, c'est la jeune femme qui me l'avait amené, m'annoncer que la maman était revenue et que le chien était parti dans ses bras. Il avait attendu sa maîtresse. Donc là, ça m'a donné une grande leçon d'ouverture sur autre chose que la technique et les protocoles et les pronostics voilà, une crise d'urée à tant de grammes, ça dure 3 jours. Bon, bah non, parce qu'il y a autre chose qui s'est mis en route avec ce chien-là. Et je veux croire que c'est un peu pareil chez les humains et que je crois à la bonne mort. Enfin, c'est un peu idiot, hein, mais l'accompagnement à la mort, c'est quelque chose qui doit être fait pour que les choses se passent le mieux possible et au moment où c'est le meilleur moment. Parce que je pense qu'il y a des choses à vivre. Voilà, même si c'est plus terrible, il y a des choses à vivre. Et par contre, la douleur, bien sûr, doit être traitée. Mais ça, je pense qu'on n'a pas forcément besoin d'euthanasier les gens pour traiter leur douleur. Enfin, ça, c'est plutôt Louis qui pourra nous en parler. Et je ne sais pas si je peux rebondir, Louis, ou tu voulais peut-être rebondir avant, mais je voulais apporter des explications au niveau notamment le contexte légal. Il faut savoir qu'un vétérinaire n'a pas le droit, et ça c'est légal, d'euthanasier un animal sans l'accord soit du propriétaire, soit du détenteur, c'est-à-dire celui qui détient l'animal et qui l'amène au moment présent parce qu'il en a la charge. Donc c'est quelque chose, c'est une décision qu'on ne peut pas prendre nous seuls. Et ce qui est logique, hein, on ne va pas imaginer, enfin j'ai déjà vu des gens qui essayent de faire euthanasier le chat du voisin parce qu'il leur plaît pas. Voilà, ça peut arriver ce genre de choses. On ne peut pas prendre cette décision-là et ça c'est une bonne chose. Donc c'est vrai que ça fait un petit peu écho à ce qu'on voit actuellement chez les humains. Ça serait bizarre qu'un seul praticien de santé puisse prendre la décision à lui seul de mettre fin au jour de quelqu'un. Bon, après, c'est un peu plus compliqué avec les humains. Et pour revenir, il y a deux cas, il y a deux cas qui posent problème à la majorité des vétérinaires. Le premier cas, et c'est le plus problématique, c'est celui que Naïla a abordé, où on vient nous demander de mettre fin à la vie d'un animal pour d'autres raisons que le fait qu'il soit en souffrance en fin de vie. Je peux citer des cas. Moi, une fois, on est venu me demander, et c'est le seul cas où j'ai vraiment regretté, et je l'ai toujours sur le cœur, d'avoir fait, parce que j'ai cédé à une pression émotionnelle, on va dire, un propriétaire qui était venu me voir avec son épagnole de 5 ans, qui était d'une gentillesse remarquable. Il me faisait la fête en consultation, tout allait bien. Et il a voulu me demander l'euthanasie. J'ai dit non, je refuse, je n'euthanasierai pas ce chien. Et en fait, il m'a expliqué le contexte. Le chien se sauvait régulièrement et faisait de la prédation sur les cyclistes. Et il avait déjà mordu le mollet plusieurs fois de certains cyclistes. Alors, pas forcément très gravement, mais suffisamment pour que ça énerve tout le monde, que tout le monde porte plainte et que les gendarmes arrivent à domicile de cet homme et lui fassent pression en lui disant « vous n'avez qu'à faire piquer votre chien ». Donc, ce monsieur est venu chez moi, il a insisté en disant « oui, mais je ne sais pas quoi en faire ». Et je dis « mettez un grillage déjà pour que votre chien ne se sauve plus ». J'ai essayé de trouver des solutions, j'ai commencé à lui proposer de le placer en SPA. Et d'un seul coup, il s'est mis à fondre en larmes devant moi. Et là, ça m'a désarmée. J'étais jeune véto, ça faisait pas longtemps que j'exerçais. Ça m'a désarmée. Ces larmes m'ont désarmée, j'ai plus su quoi dire, j'ai plus su quoi faire. Et j'ai accepté sa demande. Et je le regrette encore, parce que j'aurais pas dû, en fait. Je me rends compte qu'il y avait d'autres alternatives, pardon. Bref, donc c'est le genre de cas auquel on peut être confronté. Il faut savoir qu'il y a énormément de vétérinaires qui refusent de faire ce qu'on appelle les euthanasies de convenance, c'est-à-dire ça, ou alors je pars en vacances, je peux pas le prendre avec moi, ou alors on veut plus le garder, etc., etc. Ça, on y est confronté, malheureusement. Donc voilà, la majorité des vétos vont refuser ça. Mais on sait très bien que des fois, les propriétaires vont faire autrement. Soit ils vont trouver un autre vétérinaire qui finira par accepter parce qu'on lui aura menti. C'est pas forcément parce que le veto aura accepté. C'est des fois, ils savent très bien mentir en disant que l'animal est très malade et qu'il est en fin de vie et je ne sais quoi. Et puis, il y a autre chose. Il y a aussi des fois, ils y mettent fin tout seuls. J'ai déjà eu le cas de chat qui a été fini à la bêche. Enfin, c'était horrible, quoi. Enfin, voilà. Donc, voilà, c'est pour dire que on a accès à ça. Et la deuxième, donc je vais revenir aussi sur la SPA parce que tu m'as posé la question, Naïla, sur la SPA. Il y a beaucoup de gens qui pensent que dans les protections animales, ça arrive qu'on euthanasie les animaux quand ils sont en surcharge. Alors, je ne sais pas comment ça se passe dans toutes les associations de protection animale et je n'irai pas me prononcer. Mais sachez qu'à la SPA, ça ne se fait pas comme ça. Les rares fois où on vient à euthanasier un animal, c'est pour des raisons soit de santé,
soit de dangerosité avérée. Et quand je dis avérée, c'est qu'il y a eu plusieurs avis de spécialistes comportementalistes, des avis qui ont été faits par des vétérinaires notamment, mais aussi des éducateurs, et que le chien est entre guillemets irrécupérable. Je dis chien parce que c'est plus souvent ça que les chats. Hein. Les chats c'est pas la même chose. Et moi, ça m'est arrivé en 5 ans d'expérience à la SPA, ça m'est arrivé 2 fois seulement de mettre, non 3 fois pardon, de mettre fin à la vie d'un animal sur lequel on avait tout tenté, mais qui était implaçable. Et on ne peut pas le garder dans une cage pour le reste de sa vie. C'est pas correct pour lui. Ça bloque une place pour un autre. Et voilà, c'est très, très rare que ça arrive dans la SPA. Ils prêtent une grande attention à ça et ils ont la chance d'être suffisamment national pour pouvoir se répartir les animaux quand ils sont pleins à un endroit, faire des transferts d'un refuge à un autre. Et ça, c'est vraiment une grande chance qu'on a de ce côté-là. Donc ça, c'était pour apporter cette précision. Et la dernière chose, c'est que je voulais dire au niveau légal, la seule fois où on peut être forcé de faire une euthanasie sans en avoir l'envie, c'est quand on fait marcher le mandat sanitaire. C'est-à-dire que quand quelqu'un, sous autorité de l'État, donc un maire, ça peut être les directions des services vétérinaires, ce genre de choses, nous sollicite, nous, parce qu'on est porteur d'un mandat sanitaire, pour aller effectuer cette tâche. Je vais donner un exemple concret. Ça peut être le maire qui a décidé, je ne parle pas sur le fait que ce soit une décision d'un vétérinaire qui ait jugé un animal dangereux, mais si un maire décide de faire euthanasier un animal, il peut solliciter le vétérinaire avec le mandat sanitaire pour aller le faire euthanasier, même si c'est pas justifié. Le maire a tout pouvoir dessus. Ça peut être aussi la DDPP, par exemple. On parle beaucoup en ce moment de problèmes chez les bovins avec l'abattage total des animaux. Ça, Naïla pourra en parler un peu plus parce qu'elle est confrontée à ses éleveurs. Quand c'est comme ça, on peut être sollicité pour venir abattre un troupeau au complet. Et ça, je peux vous garantir que personne n'aime faire ça. Hein, personne n'aime aller abattre un troupeau, qui plus est. Qu'on aille euthanasier un animal pour lequel on sait qu'il ne va pas s'en sortir ou qu'il est une forte contagieux et qu'il est dangereux pour les autres, c'est une chose qu'on accepte de faire. Mais aller euthanasier un troupeau total, je connais aucun veto qui aime faire ça. Hein. Donc, même si par la force des choses, on y est forcé. Donc voilà, ça fait partie des choses qui sont beaucoup moins agréables. Je ne sais pas si tu voulais rebondir, Naïla, sur le côté... Oui, tout à fait, merci, mais je ne savais pas si tu avais fini ou pas. Et donc, oui, effectivement, là, justement, cet épisode est en train de se dérouler depuis début juillet 2025, hein, qui est la dermatose nodulaire bovine, hein, donc qui est une maladie contagieuse par le biais d'un moustique, donc c'est pas d'un animal à l'autre, mais il faut quand même qu'il y ait un vecteur qui transmette ce poxvirus. Ça n'est pas transmissible à l'humain, donc nous, par rapport à ça, il n'y a pas ça ne passe pas la barrière d'espèce. Mais il suffit qu'on décide pour des raisons de santé, de protéger les gens, puisque c'est comme ça qu'on nous enlève beaucoup de droits, hein, sous réserve de notre sécurité. On peut avoir à décider des choses qui sont parfois un peu étranges et qui vont à l'encontre de toute logique du vivant, en fait. Pas laisser sa chance au reste. Même si je peux comprendre le côté sécurité alimentaire, hein, ça c'est quelque chose auquel on est formé. Merci, c'est intéressant parce qu'on voit qu'effectivement, à partir du moment où la technique existe, elle est censée accompagner la souffrance d'animaux en fin de vie. Finalement, non, c'est le pitbull qui n'a pas le droit d'exister parce qu'il n'est pas exactement dans la liste des espèces autorisées. C'est celui qui veut se débarrasser de son chien parce qu'il a fini de jouer avec et que ça l'intéresse plus. Ça peut être la pression extérieure autour de l'entourage du maire qui a la décision dans la main, ou ça peut être des décisions administratives complètement délirantes consistant à abattre des cheptels entiers, à euthanasier, comme tu dis, hein, parce que l'abattage c'est autre chose, et qu'à rire des cheptels entiers. Effectivement, ça laisse un peu rêveur sur jusqu'où ça peut amener. Alors que, comme le témoignait Laurence, ça peut être aussi un bel accompagnement. Donc, c'est ça qui est très paradoxal et que chaque cas est individuel. Et donc, moi, pour témoigner d'une belle accompagnement de fin de vie, c'est une amie qui avait une jument, alors qui depuis la naissance avait été entre guillemets handicapée. Elle a eu une opération, mais ça s'est pas bien passé, donc elle était pas fonctionnelle. Mais elle a décidé de garder cette jument, même si elle faisait tondeuse dans son jardin. Hein.
Et donc, les années passées, elle a fait quelques poulains, tout ça. Et puis là, un jour, elle m'appelle et elle me dit, bon, ben, je pense que là, pour Quetch, c'est fini. Elle a vraiment du mal à pouvoir se lever et tout. Je lui dis, bon, bah, ok, j'étais là, j'étais dispo, donc je viens voir. Bon, au moment où j'arrive, elle me dit, ben, je comprends pas, depuis que je t'ai appelé, elle s'est relevée, la jument. Bon, bah, d'accord. Alors moi, quand j'accompagne, avant de faire quoi que ce soit, intérieurement, je me pose la question et je pose entre guillemets, hein, tout ça c'est du ressenti interne à l'animal, si lui, parce que effectivement, l'ami l'accompagnait, donc de la voir coucher beaucoup et tout ça, elle avait peur qu'elle souffre. Mais c'est elle qui souffrait de voir la jument en douleur. Ça, je ne nie pas la douleur de la jument. Mais quand je me pose intérieurement la question, si c'est ce moment-là pour la jument de mourir, la jument qui, encore une fois, s'était levée depuis l'appel, ben, balance un coup de cul dans ma direction. Alors moi, j'étais loin, hein, mais pour moi, ça voulait dire clairement, non, c'est pas mon moment de mourir. Donc, j'en fais part à mon amie et je lui dis, bah, pour l'instant, elle n'est pas prête. Ça sera peut-être demain, ça sera peut-être dans une semaine, un mois, j'en sais rien. Mais elle n'est pas prête à mourir maintenant. Mais toi, es-tu prête à continuer à l'accompagner? Ah bah oui, moi, c'est pour elle que je pensais que c'était la fin pour elle. Donc, la jument a continué à vivre. 6 mois plus tard, 8 mois plus tard, j'ai pas les dates exactes. Là, à nouveau, mon ami m'appelle. Bon, là, vraiment, elle se lève plus du tout et tout. Donc, est-ce que tu peux venir l'euthanasier? Donc, pareil, j'arrive et je me pose. Alors là, la jument, elle était couchée. Donc, ce qu'on appelle décubitus latéral abandonné, complètement affaissé sur son côté. Au moment où je lui pose intérieurement, encore une fois, la question, la jument qui se remet couchée, mais ce qu'on appelle en vache, donc sur son sternum et tout, à me regarder d'un air de dire, mais non, moi j'ai fait, bon, là, c'était un cran au-dessus. Autant la dernière fois, elle était debout, c'était quelque chose. Là, elle n'était pas prête. Et puis, comme elle restait beaucoup couchée, elle avait une plaie d'escar, mais c'était juste très superficiel. Donc là, je dis à mon ami, bah, pour l'instant, elle est toujours pas prête. Ça sera peut-être demain, après-demain. Enfin, j'en sais rien. Mais par contre, ce qu'il faut, c'est soigner cette plaie qui commence à apparaître. Je vais la mettre. Enfin, je lui ai fait une séance d'acupuncture. Je l'ai complétée avec des médicaments et je lui dis, elle n'est pas prête. Donc, mon ami ne voulait pas, étant donné que la jument n'était pas prête. Et la jument s'est relevée et ça a peut-être été 3 mois plus tard où là, encore une fois, elle m'appelle et là, cette fois-ci, c'était entre guillemets la bonne. Mais quand de la même façon, je pose la question, la jument qui était là cette fois-ci couchée en sternal s'est couchée de tout son long et m'a tendu sa jugulaire pour me dire oui, là c'est le moment de partir. Donc c'était pour rebondir sur le témoignage de Laurence par rapport au moment. Il y a des moments où on sent que oui, même pour l'animal, il est prêt. C'est son moment à lui de libérer cette enveloppe charnelle. Mais il y a des moments où on a l'impression d'eux, et elle a peut-être vécu en tout peut-être 1 an de plus, ou peut-être un peu moins, je ne sais plus exactement les dates, mais peu importe le temps supplémentaire qu'elle ait vécu, c'était pas son moment les 2 premières fois à mourir. Et quand ça a été le moment, ça a juste été quelque chose de paisible pour tout le monde et aussi pour les congénères qui étaient à côté d'elle et aussi pour la propriétaire, même si elle était triste que sa jument meure, mais elle l'avait accompagnée jusqu'au bout sereinement. Et ça, c'est aussi important. Donc, on est là pour ces différents aspects, quoi. C'est une très belle histoire. Oui, merci Néla. J'en ai une comme ça aussi qui me revient, mais j'en ai plein en fait. Je me rends compte que l'euthanasie, c'est vraiment des moments de partage aussi avec les gens, parce qu'on les accompagne dans un moment qui est très délicat. Alors, la majorité du temps, c'est pas toujours le cas, hein, mais la majorité du temps, on accompagne quand même des animaux qu'on a déjà suivis auparavant. Le vétérinaire traitant suit un animal tout au long de sa vie, ou des fois on le voit chiot et on l'accompagne jusqu'à ce qu'il soit plus âgé. Des fois, malheureusement, on doit mettre fin à leur vie plus jeune parce qu'ils ont eu des pathologies très graves qu'on n'a pas pu empêcher. On partage quelque chose de très fort avec les propriétaires et je ferai le parallèle peut-être avec ce qui pourrait arriver avec la famille de quelqu'un de très malade qui éventuellement ne serait plus conscient et n'aurait plus
de capacité d'exprimer son souhait, parce qu'en fait, c'est ce qui se passe avec l'animal. Un animal a cette volonté de survivre jusqu'au bout. On pourra tous témoigner en tant que vétérinaire d'avoir vu des chats dans des états lamentables qui souffrent comme ça depuis des semaines et qui tiennent parce qu'en fait, ils ont cette volonté de survivre. C'est inscrit en eux, c'est instinctif. Je ne pense pas connaître d'animal, alors je ne veux pas non plus être catégorique, mais je ne pense pas connaître d'animal qui est entre guillemets, des pensées suicidaires réelles. Je parle pas d'un animal qui se laisse un peu mourir parce qu'il se sent triste, ça arrive. Je parle de vraiment pensées suicidaires. Ça, c'est vraiment propre à l'homme, pour moi, à mon sens. Et donc, du coup, quand on voit les animaux, on accompagne avant tout les maîtres, même si on accompagne aussi l'animal dans sa souffrance. Quand on constate un animal qui est en souffrance, nous-mêmes, ça nous fait réagir. Et moi, je me rappellerai de ce cas. Je vais le citer pour donner une idée un petit peu aux gens des moments qu'on peut vivre en tant que vétérinaire qui nous touchent particulièrement. Je vais reprendre l'exemple d'une jument, ça va donner ce souvenir-là. Non, c'est peut-être pas une jument, c'était un poney, pardon. C'était un grand poney sur lequel j'ai été appelée pour une colique un jeudi soir, je me rappellerai toujours. Je suis intervenue sur lui et malheureusement, la colique était vraiment très intense et nécessitait une prise en charge en référé dans une clinique beaucoup plus grosse parce que moi, mes petits moyens ne me permettaient pas de faire autre chose qu'une prise en charge médicale. Et le problème, c'est que les gens n'avaient pas les moyens et l'animal était déjà âgé, il avait déjà 31 ans, je crois. Ils n'avaient pas les moyens de faire ça. Donc, ils m'ont demandé de le soulager pour la nuit et de voir un petit peu comment ça allait. Donc, je leur ai donné les consignes, le faire marcher, tout ce qu'il fallait pour essayer d'essayer de l'aider au mieux. Et ils m'ont rappelé à 7h du matin. Moi, ma garde se terminait à 8h. Donc, j'aurais très bien pu passer au VTO suivant, qu'il aille faire l'euthanasie en question, puisque là, en l'occurrence, on était appelé pour mettre fin aux souffrances de l'animal. On l'avait quand même pris en charge au niveau antalgique. C'est-à-dire que les douleurs étaient diminuées, même si elles étaient toujours présentes. Et en fait, j'ai choisi d'y aller. Et quand je suis arrivée, la propriétaire, qui était elle avait une petite trentaine d'années à l'époque, à peu près le même âge que moi à ce moment-là, elle avait sollicité certains de ses amis et une partie de sa famille. Et donc, on s'est retrouvés à 8 autour du poney. Elle m'a demandé gentiment, est-ce que c'est possible de pas faire ça dans le box, mais de le sortir dans le jardin? Donc, on allait dans le jardin. On était au printemps à ce moment-là. Et le jour s'était levé depuis peu. Donc, on avait le lever du soleil en fond. On avait un jardin magnifique avec plein de fleurs. Et je me rappelle qu'on s'est posé là, elle s'est mise autour de son poney. Moi, j'ai fait la première injection pour l'endormir. Et une fois qu'il a été endormi, j'ai fait l'injection pour arrêter le cœur. Tout doucement, on a parlé au cheval, on s'est accompagné avec le regard, on a fait les choses. En plus, tout s'est très bien passé. C'est pas toujours comme ça. Des fois, malheureusement, on a des petits soubresauts. Là, ça n'a pas été le cas. Tout s'est très bien passé. C'était presque magique, en fait, jusqu'à ce que le cheval se couche. Tout le monde a pleuré. Et à la fin, il y a eu ce moment où tout le monde a discuté ensemble, on a ressassé, ils m'ont invité à venir prendre un petit verre de jus de fruits, un café, ils sont venus, ils ont montré les images, des photos du cheval d'avant, en reparler. Et en fait, j'ai trouvé ce moment tellement fort, je suis repartie ce matin-là, j'avais le sourire aux lèvres, mais vraiment jusqu'à là, en me disant, j'aime ce que je fais, j'aime ce métier. Parce qu'en fait, c'était un moment difficile, mais on a accompagné les gens dans cette détresse, dans ce moment douloureux. Et je pense que le parallèle peut être fait où certains cas pourrait nécessiter, alors sachant que les humains, c'est un peu différent à mon sens, parce que les humains ont cette capacité de réfléchir à leur propre vie, les animaux, c'est un peu encore différent, mais voilà, c'est éventuellement le parallèle que je pourrais faire où on s'est déjà posé la question de est-ce que l'euthanasie chez un humain serait bienvenue ou pas. Voilà. Merci Céline. Laurence, tu veux prendre la parole? Oui, j'ai trouvé ça très intéressant et deux très belles histoires que vous nous avez racontées là. On en a toutes dans notre escarcelle de Veto. Je voulais peut-être proposer à nouveau un rapprochement entre les humains et les animaux, peut-être avec une nuance positive, mais tu as raison Céline, c'est des moments très positifs et où il y a beaucoup d'humanité qui passe. C'est comme si l'apport de l'animal dans nos vies et notre humanité se rencontrait vraiment de façon quasiment merveilleuse, je trouve, entre certains maîtres et certains vétos dont on fait partie, dont j'ai eu la chance de faire partie. Ce que je voulais proposer, c'est de réfléchir à ce qu'on pourrait faire de mieux, parce que je sais que Louis, tu as parlé récemment au sujet de ces sujets sur la fin de vie là, et cette foutue loi, que ça révélait la crise de la médecine, et je suis bien sûr tout à fait d'accord avec ça. Et justement, la médecine, mais quelle médecine? Parce que tous ici, je sais qu'on est tous pour l'ouverture de la médecine, parce que moi, j'ai rien contre la médecine conventionnelle, elle fait des merveilles, mais c'est juste que je ne supporte plus qu'elle fasse un abus de pouvoir et qu'elle enferme absolument tout le monde là-dedans.
alors qu'il existe des solutions. Alors bon, il y en a qui peuvent paraître un petit peu exotiques, je veux bien, mais bon, à la limite, pourquoi pas, mais il y a des choses qui sont beaucoup plus, qui sont même scientifiquement démontrées avec les canons de la fameuse science telle que définie depuis quelques dizaines d'années. Et pour l'instant, ça ne s'ouvre pas. Je pense, par exemple, en ce qui concerne la maladie d'Alzheimer, Parkinson, dans les pratiques alternatives, il y a des choses qui aident, qui améliorent. Et du coup, c'est vrai qu'avec les animaux, des fois, on est limité avec les moyens financiers des maîtres, parce que la médecine moderne des animaux, elle est très moderne. Louis, elle est aussi moderne que la tienne, mais c'est pas tout le monde qui peut aller dépenser 2000 euros. Pour certaines personnes, c'est plus que le salaire de la famille pour gagner 2 mois, 3 mois, 6 mois, et ça se conçoit tout à fait. Donc, tu vois, nous, on est habitués des fois à dire, bah, techniquement, on pourrait faire plus, mais on va passer à l'acceptation de l'euthanasie, on va l'accompagner le mieux possible parce qu'on ne va pas ruiner la famille et il faut quand même bien nourrir les enfants, etc. Donc, bon, il y a cet aspect-là, mais je pense qu'on pourrait vraiment travailler de deux côtés parce qu'en médecine, justement, grâce à Céline, ce que tu es en train de mettre en place dans ta pratique, tu vas pouvoir justement accompagner les gens plus loin sans dépenser des 1000 et des cents, parce qu'il y a quand même beaucoup de pratiques qui ne sont pas aussi onéreuses que la médecine moderne, qui est très technique avec IRM, scanner et compagnie, chimiothérapie avec des molécules très coûteuses, etc. Alors qu'en ce moment, on parle beaucoup des traitements alternatifs au cancer. Il faut vraiment qu'on aille là-dedans, autant pour les humains que pour les animaux. Et puis les deux voies peuvent s'avancer parallèlement parce que s'il y a des gens qui sont réticents à le faire pour les humains, parce que oui, mais les humains, attention, on n'a pas le droit de faire tout, bah, faisons-le pour les animaux parce que ça va donner des idées. Voilà. Combien de fois les maîtres me disent « Ah, mais moi, j'aimerais bien que mon médecin il me soigne comme vous soignez mon animal », que ce soit par la technique ou par le côté relationnel qui est beaucoup plus chaleureux chez beaucoup de vétérinaires. Donc, voilà, je pense par exemple à la psychonutrition, tout simplement. En ce moment, c'est quelque chose dont on parle beaucoup, du fait de dire que le cancer se nourrit de sucre. Donc, si on a un cancéreux, déjà, on ne lui donne plus du tout de glucides. On affame un peu les cellules cancéreuses. Je ne dis pas que ça va suffire, mais il va falloir faire une synergie avec d'autres choses. Et on a des effets là-dessus aussi sur Alzheimer, parce que c'est pareil. On appelle la maladie d'Alzheimer, enfin certains l'appellent le diabète de type 3 parce qu'en fait, c'est une mauvaise gestion des ressources métaboliques. Enfin, je ne vais pas faire un cours là-dessus, mais voilà, on sait très bien qu'il y a des choses qu'on pourrait faire pour améliorer le neurofeedback qui aide beaucoup les TDAH, etc. Il pourrait aider aussi les Alzheimer. Donc en fait, il faut qu'on fasse repousse, il faut bien travailler sur si on accompagne la mort, à supposer qu'on l'accompagne, qu'on le fasse au bon moment dans de bonnes conditions, mais on peut aussi continuer à travailler à la repousser pour que la douleur soit mieux prise en charge, pour que les pathologies chroniques finalement rétrocèdent ou en tout cas ralentissent pour qu'on n'arrive pas à la fin de vie aussitôt. Et ça, on a les moyens de le faire, ça existe. On a sur la planète, on a dans tous les pays des gens qui font ça. Et dans tous les métiers de soins, des gens qui font ça. Donc moi, c'est un petit peu ça que j'appelle de tous mes voeux, tout en étant pragmatique et en reconnaissant que dans certains cas, les maladies de Charcot, par exemple, chez les humains, j'ai l'exemple de la maman d'une amie qui a malheureusement eu ça. En fin de compte, elle n'a pas eu besoin d'une loi spéciale. Elle avait une bonne harmonie avec ses médecins qui avaient bien compris quelle personnalité elle avait. Elle a été très courageuse, elle est très bien accompagnée par les médecins, par sa fille, mais elle avait posé une limite sur son état, sur son niveau de souffrance, son niveau d'acceptation, de dégradation de ses capacités. Et tout ça, ça a été respecté. Et tout ça, voilà, ça a été voilà, il n'y a pas eu besoin de faire un article dans la presse. Je pense que les vrais médecins font ça, et heureusement. Je ne sais pas ce que vous en pensez de tout ça. C'est intéressant ce que tu apportes. Il y a plusieurs choses que je voudrais souligner. D'une part, cette idée que la médecine
conventionnel et comme hégémonique empêcherait la survenue d'autres choses qui soient pas directement rentables pour tel ou tel laboratoire, alors même qu'il y a de très nombreuses options qui sont peu onéreuses, qui ouvrent tout un panel d'imaginaires, de possibilités. Vous avez parlé, je crois c'est Naïla d'acupuncture, Céline de naturo, puis même de une sorte de kinésithérapie, d'ostéopathie de l'animal pour l'aider, le soulager. Et c'est quand même ce qu'on voyait chez l'humain aussi, c'est que les soins palliatifs sont un réservoir de créativité quelque part, d'imaginaire, dans un temps qui pourrait paraître futile. On se dit bon, il reste 2 mois, ouais, mais ce temps-là, comme disait Naïla, peu importe, il a son importance. Il se joue beaucoup de choses à ce moment-là, de rencontres très profondes entre les gens de la famille, avec les soignants. Là, Céline, tu nous l'as décrit. Hein, il y a eu et tous les gens qui sont dans cette logique des soins palliatifs, et y compris de l'euthanasie chez l'humain, décrivent ça, cette intensité de la relation qui se noue de manière très rapide, parce que on est à un moment où bon, bah, là on est sur du dur, quoi. On n'est pas dans un truc à la marge. C'est un moment important qui doit pas être loupé, qui doit pas se faire n'importe comment. Et donc il y a tout ce potentiel de créativité et de médecine, on pourrait dire alternative ou complémentaire ou différente, ou qui peut-être économiquement est sont tout à fait abordables. Ça me semble un point vraiment important. Mais le problème est pas tant est lié un peu à l'orgueil et à l'hégémonie induite par la médecine conventionnelle, quoi, qui refuse le reste. Mais chez l'animal, il y a cette possibilité d'essayer d'autres choses, et donc vous voyez en permanence des gens essayer autre chose, quoi, pour le cancer de leur animal. Ou là, on se prend moins la tête à savoir si on a le droit ou si on va être radié ou pas. On peut être embêté, mais disons qu'on a plus de liberté. Il y a une question que je voulais soulever. Alors, il y a 2 choses qui ont été dites par mes consoeurs que je vais relever. Il y a le point économique. Le point économique, j'ai entendu, hein, après à quel point ça peut mener à une dérive chez l'humain, mais quand on entend dire que quelqu'un coûterait trop cher à la société et que ça serait une raison pour mettre fin à ses jours, je trouve ça juste lamentable, parce qu'on est dans une société où on a fait le choix de mettre en commun, de mutualiser. Et il y a des gens qui profitent de cette mutualisation pour avoir des avantages non négligeables, alors que cette mutualisation est faite pour protéger les plus démunis. C'est le principe même de l'humanité, de ce qu'on appelle la fraternité, de s'entraider. On peut pas être tous égaux, on peut pas être l'équité parfaite n'existe pas parce qu'on est tous différents, et c'est ça qui est beau quelque part. Mais là où on a certaines forces, on a aussi certaines faiblesses, et elles se compensent les uns les autres quand on est là pour s'entraider. Et je pense que ce qui pourrait mener à des dérives au niveau euthanasie, c'est qu'à partir du moment... Je me suis toujours fait la réflexion depuis 10 ans, hein, que si 10-15 ans, en y réfléchissant, que si on devait légaliser l'euthanasie chez les humains, je ne voyais pas comment réglementer ça. Parce que la réglementation, c'est un cadre. C'est bien d'avoir un cadre. Mais le cadre ne permet pas de prendre individuellement les situations. Le cadre ne permet pas forcément... Je vais citer un truc tout bête. On n'a pas le droit de rouler à plus de 80 sur une départementale. Oui, mais quand on a quelqu'un qui est en train d'accoucher à côté de soi et qu'on l'amène à l'hôpital, on a le droit de faire cette exception. Ben, c'est un petit peu la même chose. Dans quel cadre on a le droit de faire des exceptions? Et je vais rebondir sur le deuxième point que je voulais dire. C'est une question que les propriétaires nous posent très souvent quand on diagnostique quelque chose de grave sur leur animal. C'est quand est-ce que je vais savoir que ce sera le bon moment? Parce que Naïla en parlait tout à l'heure, le bon moment. Mais les propriétaires nous posent souvent la question, quand est-ce qu'on va savoir qu'il sera temps de décider de l'euthanasier? Et ce que je réponds la majorité du temps aux propriétaires, c'est que d'une part, c'est eux qui connaissent mieux leur animal. Ils vivent avec. Donc, à quel moment ils ont l'impression que l'animal profite encore de la vie? L'animal vit tout simplement, c'est-à-dire qu'il peut encore courir, il peut encore manger, il peut encore prendre du plaisir. Quand on voit cette flamme de vie dans le regard, ça, les propriétaires sont les plus à même de l'apercevoir. Nous, on en ressent une partie en tant que vétérinaire parce qu'on se connecte d'une certaine manière aux animaux à force de les connaître, d'apprendre à les observer. Mais les propriétaires savent exactement quand est-ce qu'ils voient que c'est supportable ou c'est plus supportable. Ou tout du moins, ils ont une idée de quand ça devient difficile à supporter et pour eux et pour l'animal. Donc, c'est cette question-là qui est très difficile à réglementer. Parce que comment on peut mettre dans un même... Je sais pas, je n'ai pas de réponse à ça. Je ne sais pas comment réglementer ça. Je ne suis pas opposée à la possibilité d'offrir un accompagnement de fin de vie
à l'être humain, pour avoir été confrontée moi-même à ma grand-mère qui a souffert et pour laquelle j'ai pensé la dernière fois que je l'ai vue que je ne serais plus en mesure de revenir la voir dans cet état parce que ça me faisait trop de mal, trop de peine de la voir comme ça et que si je revenais la voir, j'aurais envie de revenir avec ma petite seringue rose, celle qui permet d'ôter la vie. J'ai eu cette pensée et je me dis si je l'ai eu, il y en a d'autres qui l'ont certainement, à un moment, ça devient plus supportable et on sait qu'on est revenu à un point de non-retour. Et donc, je ne suis pas contre cette idée de pouvoir offrir l'euthanasie comme dernier cadeau de non-souffrance à quelqu'un, mais comment on le réglemente pour qu'il n'y ait pas d'abus? Et ça, c'est une question pour laquelle je n'ai pas de réponse, mais qui mérite vraiment d'être posée autrement qu'avec des textes de loi qui seraient… et encore plus quand on voit des trucs qui disent qu'on devrait empêcher quelqu'un qui a envie de mourir de… Non, ça c'est… Enfin, voilà. Donc voilà, je n'ai pas de réponse, mais en tout cas, c'est des questions que je me pose. Comment faire pour choisir le bon moment et comment réglementer ça? Voilà, je ne sais pas. Tu as raison, Céline. Et puis, il y a du coup le risque de dépression psychologique, parce que Dieu sait qu'il y a des esprits tordus. Dieu sait que la manipulation perverse existe. Je l'ai rencontrée, je l'ai surmontée. Et du coup, on ne peut pas s'empêcher de penser que, ben voilà, c'est comment on va pouvoir… il faut vraiment qu'il y ait une confiance. Il faut qu'il y ait une confiance avec les soignants et il ne faut pas que ce soit un seul soignant qui puisse signer le papier et puis que ça se fasse. Ça, c'est juste pas possible. Je pense qu'il faut vraiment la collégialité, là, elle est vraiment importante. Ça m'est arrivé, moi, d'ailleurs, de demander l'avis de ma consoeur avec laquelle j'étais associée. Sur certains cas difficiles, on en parlait avant de proposer. Je pense qu'on ne prend jamais trop de précautions dans ce domaine-là. Et il ne faut vraiment pas que ça devienne quelque chose, ah bah, c'est dans la loi, allez hop. C'est juste pas possible que ça soit ça, parce que la vie, c'est un mystère et la mort aussi. Et effectivement, cette notion de le bon moment, moi, avec mon petit Pépito, bon, c'était un chat j'avais maintenu pendant 1 an avec un lymphome, justement, avec des traitements autres. Et puis, je l'ai vu s'éteindre. Il s'est éteint comme une petite bougie. Et les 15 derniers jours, bon, bah, moi, c'était très confortable parce que j'avais une consoeur veto qui fait des soins à domicile qui m'avait dit le moment venu, tu m'appelles, je viendrai. Et du coup, on a fait l'injection que vraiment le dernier moment. Et les 15 derniers jours, il m'a donné une leçon de vie, Pépito, parce que bon, j'étais à la maison avec lui. Du coup, je faisais pas grand-chose d'autre. Je déplaçais sa boîte pour le mettre au soleil dans la maison au fur et à mesure que le soleil se déplaçait dans l'appartement. Il clignait ses petits yeux. Il était juste bien. Mais bon, il dépérissait à vue d'œil. Et un jour, j'ai posé la question. Léla, c'est un peu ta méthode d'interroger l'animal. Je lui ai dit, bon, bah, Pépito, qu'est-ce que tu peux me dire là? C'est quoi le conseil que tu me donnes? Et ce jour-là, c'est comme s'il m'avait dit, bah, tu vois, il y a des jours, il n'y a pas besoin de faire beaucoup de choses, il suffit de respirer. Et c'est comme ça que ça a été un peu son dernier message. Et je trouve que quand ça se passe comme ça, bah, il n'y a pas le stress du départ, il y a le chagrin de la séparation, mais ça s'est fait en douceur. Et j'avais eu la chance de vivre aussi l'accompagnement de ma belle-mère en EHPAD de cette façon-là, parce que le médecin avait prévu, bon, quand elle est tombée, on va dire, un petit peu dans l'inconscience, le médecin nous a convoqué mon mari et moi, et il nous a dit, bon, bah là, il n'y a plus rien à faire. Donc, il nous a proposé d'arrêter même les perfusions. Et il nous a dit, on va voir comment ça va se passer, si vous êtes d'accord. Moi, j'ai prescrit ce qu'il fallait aux infirmières pour abréger les souffrances dès qu'elles apparaissent, si elles apparaissent. Et puis l'équipe les aides-soignantes ont été tellement, tellement merveilleuses. On s'est relayés, elle et nous. Et en fait, il n'y a même pas eu besoin de lui administrer quelque chose parce que franchement, il n'y avait aucun signe de souffrance. Et c'est comme une bougie. Elle s'est éteinte comme une bougie dans le service où elle avait été soignée, où elle a été prise en charge depuis 1 an. Et voilà. Donc, c'est vrai que c'est des exemples positifs là, que vous nous avez donnés, les filles, avec les juments. On en a tous. Donc, il faut qu'on favorise, qu'on dise, qu'on partage ça avec beaucoup de gens, que les gens n'aient plus peur de ces moments de mort parce que quand on y travaille bien, quand tout le monde est en phase, en harmonie, finalement,
c'est pas si effrayant que ça. Ça peut se passer bien. Peut-être que c'est le message qu'on a à passer, nous les vétos. C'est que n'ayez pas tant peur que ça de ces moments-là. Donnons-nous le temps et la réflexion et le dialogue pour que ça se passe bien. Merci Laurent, je vous écoute attentivement et j'entends que dans ce que vous dites, il y a le nœud est peut-être même pas tant sur est-ce qu'il y a une injection létale ou est-ce qu'il n'y en a pas. C'est autre chose. C'est plus sur l'accompagnement, la présence, un respect de certaines règles morales pour vous-même, de ne pas aller justement faire cette injection quand elle vous paraît pas recevable. Et puis un rapport au temps qui change, l'acceptation d'un temps différent, et puis de se mettre au diapason de l'animal. Jusqu'à y compris qu'il y ait la survenue de la mort de manière spontanée, sans qu'il y ait besoin de rien faire. Justement, c'est une des questions qui me vient, c'est j'ai l'impression que pour vous, maintenant, la norme de la mort, c'est l'euthanasie. Il y a pas de mort naturelle, ou peu, dans ce que vous constatez, ou est-ce que les propriétaires vous décrivent que la mort naturelle peut se passer aussi? Est-ce qu'il existe des soins palliatifs en médecine vétérinaire? Oui, oui, il y a quand même quelques vétérinaires qui le font. Et puis moi, j'ai changé mon regard par rapport à ça parce que c'est vrai que jeune véto, j'avais tendance, je sais pas, quand on est jeune, on veut que ça aille plus vite, j'en sais rien, un peu surtout. Et puis, et maintenant, je donne enfin, je n'euthanasie plus directement, mais ça m'arrive de conseiller sur des dossiers médicaux. Les gens me demandent un peu mon avis en médecine naturelle, etc. Et j'essaie de les rassurer sur le fait, parce que des fois, ils sont perdus, en fait, les gens. Ils sentent que peut-être ça serait bien de le faire parce que l'animal souffre. D'abord, est-ce qu'on peut mesurer vraiment la souffrance? Pas toujours. Et d'autre part, ils voudraient bien le garder encore un petit peu, mais ils ont peur que ça soit par égoïsme, etc. Donc, c'est là où, bon, moi, je n'ai pas la solution, mais j'essaye d'en discuter, on essaie de disséquer la situation ensemble. Et des fois, on s'aperçoit que finalement, c'est effectivement pas encore le bon moment. Donc, c'est un petit peu comme avec la jument de Nella. Et après, les gens me disent, bon, bah, oui, bah, vous voyez, le vétérinaire, il voulait vraiment qu'on le fasse tout de suite. Vous m'avez fait faire autrement. Et bah, finalement, ça s'est bien passé. Et comme ça, j'ai eu le temps, quelque part, le temps du pré-deuil. Le pré-deuil, c'est quand on sait qu'il va mourir, mais qu'on peut encore être avec. Nous, en tant qu'humains, on a encore besoin de toucher, de sentir, de câliner. Et voilà. C'est assez subtil. En fait, on est dans un domaine de la nuance, hein, du cas particulier et d'une grande nuance. Et Dieu sait que la société dans laquelle on est ne nous donne plus beaucoup accès à l'expression de la nuance. Moi, ça serait ma revendication. Si je faisais un panneau pour défiler dans la rue, à nouveau, je mettrais bien « Soyons nuancés ». Merci, Laurence, par rapport à... Vas-y. Nous, effectivement, enfin, en tout cas, moi, quand on est appelé, c'est plus dans cet accompagnement. Alors, on peut accompagner le propriétaire si lui se sent prêt aussi d'accompagner jusqu'au bout, quoi. Mais comme disait Céline, les animaux vont tout faire pour survivre. Donc, il y a des fois, on voit des animaux qui sont vraiment pas bien, on nous les amène des fois un peu en urgence, où ils s'apaisent et puis à un moment donné, ils essayent de reprendre leur air et tout ça, parce que aussi ils sentent ce paradoxe, les humains à côté veulent que il meurt le plus naturellement possible, mais en même temps il redoute ça, et toute cette ambiance émotionnelle fait que l'animal aussi a du mal à décrocher, à pouvoir mourir naturellement. Donc c'est là où oui, cette solution de pouvoir injecter ce poison qui permet d'arrêter le cœur permet de franchir ce cap, parce que il va se raccrocher aussi à cette étincelle de vie. Donc en tout cas, dans les animaux que j'ai accompagnés, ça n'a pas été par mort naturelle, ça c'est clair. J'ai eu un propriétaire qui a accompagné sa chatte jusqu'au bout, mais il avait ce temps-là aussi. Et donc,
c'est pas non plus donné à tout le monde. Et c'est ça aussi que je voulais apporter comme témoignage. Tout à l'heure, Céline a parlé de la mutualisation pour les humains, du coût de la santé, tout ça, et que, comme tu disais, dire que accompagner la fin de vie, ça coûte cher, et que on euthanasie pour éviter ces coûts, c'est juste une dérive monumentale. Mais pour la famille qui est à côté, donc Laurence, tu nous as témoigné avoir pris le temps pour ton chat. Mais quand on est dans une société pour l'instant économique et tout ça, et que on veut pas laisser un membre de notre famille seul dans une maison de repos, des choses comme ça, et qu'on prend ce temps de l'accompagner et tout, quand on met nos activités en pause et tout, il y a aussi un coût, et le patient humain peut réfléchir en se disant, mais moi je coûte beaucoup de temps à ma famille, et ça peut être aussi, ça demande, c'est aussi ce genre de dérive auquel va falloir faire attention. C'est ça que je veux amener aussi comme réflexion, que des personnes peuvent ressentir qui sont en fin de vie, oui mais vous passez beaucoup trop de temps avec moi, vous avez d'autres choses à faire, enfin, et donc des fois que des personnes puissent demander à ce que leur vie soit abrégée, parce qu'elles veulent pas être une charge pour la famille ou pour la société. C'est dans l'autre sens. Enfin, je sais pas si je suis claire dans mon témoignage. Et donc, si l'euthanasie peut être pratiquée chez l'humain, moi, c'est là où je me dis attention à ce genre de dérive. Est-ce que des personnes vont pas demander à mourir parce qu'elles ont l'impression de coûter trop de temps ou d'argent aux autres autour? Voilà, c'est ça aussi. C'est déjà ce que tu dis, c'est déjà la justification souvent pour les personnes âgées, de dire je suis un poids, je suis un fardeau pour ma famille, vaudrait mieux que je parte maintenant. À un moment où peut-être ça permet de prendre conscience aussi que nous vivons parce que nous sommes tissés dans un réseau d'interrelations. Et qu'effectivement, à partir du moment où plus personne n'a cure de nous, plus personne s'en occupe, même pas un soignant, oui, en fait, on part, quoi. C'est même pas la maladie ni quoi que ce soit, c'est ça, l'existence n'a plus aucun sens. Et moi, j'ai vu des personnes terriblement seules de par leur mode de vie marginal ou dans la rue ou des choses comme ça, mourir absolument seules, avec tout le monde qui s'en fout. Et c'est très triste. Il y a vraiment à ce moment-là, bon, ok, c'est comme si la vie elle-même n'avait déjà plus aucun sens. Et donc on est dans cet échange sans cesse entre le patient lui-même qui appartient à quelque chose de plus grand, mais qui voilà, c'est une interrelation, ça tire des deux côtés. On a beaucoup cette problématique aussi chez les humains de gens qui accompagnent leurs vieux parents en EHPAD ou qui sont avec une maladie neurodégénérative comme un Alzheimer et qui se retrouvent à parfois aller voir leur maman ou leur papa sans que celui-là les reconnaisse. Et c'est très dur parce que vient cette pensée un peu culpabilisante, mais est-ce que sa vie a encore un sens? Est-ce qu'il vaudrait mieux pas qu'il meure? Et tout de suite la culpabilité revient et non, quand même il faut que j'y aille et tout ça. Et on est comme dans une double contrainte impossible, intenable. Mais je crois qu'il faut qu'on fasse attention là attention de ne pas regretter, justement, parce que ce que tu dis par rapport aux personnes isolées, je le conçois bien. Malheureusement, quand je les vois dans la rue, je me demande toujours comment ça peut se passer pour eux à ce moment-là. Et toi, tu le vis, tu l'as vécu en les accompagnant. Il faudrait plutôt c'est un peu, avec cette loi, est-ce qu'on ne va pas partir vers le nivellement par le bas et se priver de moments de transmission? Moi, c'est comme si l'accompagnement de ma belle-mère, c'est... Bon, d'abord, j'ai eu l'impression qu'on a fait les choses bien, qu'on lui a donné ce qu'elle méritait, l'attention qu'elle méritait dans cette famille, qui n'est pas la mienne, qui est celle de mon mari, et par définition, c'est la grand-mère de mes filles. Mais j'ai l'impression que ça m'a apporté, parce que bon, j'espère que je suis encore bonne à quelque chose, mais enfin, je m'approche quand même de cette dimension-là, mais quelque part, ça m'a rassurée, parce que je me suis dit, ce que j'ai fait pour elle, quelqu'un me le fera. Enfin, tu vois, c'est un peu... moi, j'aimerais bien qu'on soit dans une société, alors je sais bien, le mot utopiste va sortir, mais où on retourne la barre et on
on fait du nivellement par le haut et qu'il y ait des maisons peut-être où il y a des choses qui se mettent en place pour que les gens qui sont malheureusement dans la rue parce qu'ils n'ont pas trouvé comment vivre autrement, qu'ils soient justement pas tout seuls à ce moment-là. Enfin, c'est un petit peu ça. J'ai l'impression qu'on est en train de partir vers quelque chose qu'on va, si on ne fait pas attention, qu'on va regretter parce que ça va... L'accompagnement la découverte de ce qu'est la mort, ça fait partie de la vie, ça fait partie de l'apprentissage. D'ailleurs, quelquefois, il y a des enfants plutôt pré-ados ou quelque chose comme ça qui voulaient rester assister à l'euthanasie de leur animal quand j'étais en exercice. Et des fois, les parents disaient non, pour le protéger, non, viens dans la salle d'attente avec nous. En fait, je discutais un petit peu avec l'ado. Si les parents étaient d'accord, je le gardais avec moi et je faisais attention de bien le protéger, que ça se passe bien, etc. Mais en fin de compte, il avait besoin de vivre ce moment-là et c'était comme un espèce d'apprentissage. Il faut qu'on prenne du temps, en fait, pour faire les choses bien parce que je suis sûre que ce jeune-là, quelque part, c'est une leçon qu'il va avoir gardée pour toute sa vie, qui va lui servir pour toute sa vie parce que forcément, dans la vie, on en rencontre des séparations avec des gens qui meurent, des animaux, des choses comme ça. Je pense qu'on est en train de perdre l'occasion et pour autant, je rejoins Céline et je ne suis pas contre l'idée que en dernière instance, si vraiment la souffrance, on ne sait pas l'empêcher, voilà, que ça se fasse. On n'a pas de tabou, nous, avec la seringue rose des vétos, parce qu'effectivement, je pense que toutes les trois, on l'a pratiqué toujours avec le cœur et je pense qu'il y a plein de soignants qui s'ils acceptent de le pratiqueront avec le cœur. C'est pas tellement sur l'acte, mais c'est vraiment le cadre pour arriver à l'acte, le moment, et puis éviter toutes les dérives et surtout proposer autre chose, proposer de rester vers la vie en soignant mieux, en utilisant des thérapies qui sont actuellement pas acceptées en médecine classique et qui pourtant soulagent aussi. C'est ça qui est énervant. Enfin, moi, ça m'énerve. Je voulais juste rebondir parce que il y a une chose que tu as dit que je comptais dire suite à ce que Louis a dit tout à l'heure. Quand tu t'as demandé si c'était une sorte de norme, l'euthanasie, j'avais jamais vu ça comme ça. Mais en fait, j'ai réfléchi et c'est vrai que la quasi-totalité de nos patients, on les voit dès leur début et on les accompagne jusqu'à la fin. Et l'euthanasie est quelque chose qu'on pratique assez régulièrement. Il y a des fois où on n'a jamais vu l'animal parce qu'il n'a jamais eu besoin de soins, ou les gens n'ont jamais estimé avoir besoin de nous l'amener auparavant. Donc, des fois, on le voit juste pour l'accompagner vers sa mort. Mais en effet, c'est devenu quelque chose de courant chez les vétérinaires. C'est un acte qu'on pratique, alors pas forcément tous les jours, mais qu'on pratique régulièrement pour accompagner. Et c'est notamment nécessaire parce que les gens ne veulent pas voir agoniser leur animal. Et c'est ça, en fait. La notion de souffrance, d'agonie, c'est quelque chose qu'on n'aime pas voir aussi chez ses proches. Dès qu'on aime quelqu'un, quel qu'il soit, que ce soit un animal, un humain, on n'a pas envie de le voir agoniser. Et je parle d'agonie parce que c'est le moment qui est transition entre la vie et la mort, où on est déjà en train d'aller vers la mort. Et donc, on veut éviter ce stade. Et on a déjà eu des réflexions de gens qui nous reprochent de ne pas avoir pu les prendre plus tôt, alors que leur animal était en train d'agoniser et qu'on les a pas reçus assez rapidement et que l'animal est mort dans leurs bras et qu'ils n'ont pas supporté cette vision-là. Donc, c'est peut-être pour économiser ce petit temps-là qui est compliqué. Donc ça, c'était une première chose. Et la deuxième chose que je voulais rajouter concernant ce que tu as dit, Louis, et ça, c'est très important, c'est le fait que la prise en charge, elle doit être avant tout humaine. Et c'est pour ça que je ne vois pas de cadre réglementaire qui puisse remplacer l'humain, dans le sens où il faut prendre le temps. Quand on parle de suicide assisté, mais moi, ça me rend folle, parce que suicide assisté, ça veut dire décider de sa mort quand elle n'est pas forcément requise. Et on parlera beaucoup des dépressions qui sont quand même un mal de notre siècle, un mal énorme de notre siècle. Les dépressions, elles sont liées de quoi? Et on l'a justement dit avec les gens qui meurent tout seuls, elles sont liées au fait qu'on ne prenne plus le temps pour les autres. Et si on était vraiment entouré, j'ai vu il y a pas longtemps un témoignage d'un monsieur qui disait qu'il assiste les personnes en fin de vie et elles veulent mourir, et à partir du moment où on s'occupe d'elles, on prend le temps de discuter avec elles, l'envie de mourir disparaît. Et ça fait écho à cette dame de 93 ans que j'avais assistée quand j'étais toute jeune. J'avais 18 ans. J'avais passé un été à aller la voir pendant quelques semaines pour remplacer son aide habituelle. Et je me rappelle toujours, elle me disait « Je veux mourir, je veux rejoindre mon mari ». Son mari était décédé 10 ans avant. Elle me disait ça tout le temps, tous les jours. Et puis est arrivée la canicule. C'était en 2003 au moment de la canicule. Et de ce coup, elle m'a dit un truc qui m'a fait rire. Elle avait peur de la mort.
elle avait peur de la mort. C'est-à-dire qu'en fait, elle en parlait tout le temps, mais en fait, au moment de venir, ah non, finalement, je veux plus mourir. Je suis là, j'ai plus envie. Et c'est ça, en fait, c'est qu'on prend pas le temps. Et je pense que si les gens se sentaient considérés, bah, il n'y aurait pas cette volonté de mourir qu'ils expriment, mais qu'ils n'ont pas forcément envie, peut-être profondément. C'est peut-être juste une manière de mettre fin à un mal-être. Voilà. Bon, voilà, on s'éloigne un peu, mais ça fait partie des choses où les humains sont vraiment différents des animaux. Il y a cette histoire de mal-être, parce que même un animal qui n'est pas bien, qui est maltraité, il ne va pas chercher à mourir. Voilà. Il y a un élément aussi que je voudrais relever, c'est que cette souffrance est pour l'animal clairement évaluée par son propriétaire, sans pouvoir réellement dire ce que l'animal vit, qu'est-ce qu'il a besoin de vivre ou je sais pas quoi. Alors, on est beaucoup dans une société qui est à rebours, on va dire, de l'impératif chrétien qu'il fallait souffrir pour vivre. On est dans une recherche de confort tout le temps. Mais je me suis fait cette réflexion parfois en réanimation que personne n'a dit que la mort devait être belle ou qu'elle devait être sympa. Ouais, c'est pas, y a pas un endroit où ça a été marqué que ça devrait être comme ça, quoi. Et donc, et même quand on essaie de faire au mieux, il y a, notamment dans les états d'analyse chez l'humain, je crois qu'il y a entre 8 et 15% d'échecs, c'est-à-dire où ça se passe mal. C'est pas la belle mort bien comme il faut, où tout est bien nickel et bien repassé. Non, non, non. Et je sais pas ce qui doit être vécu à ce moment-là, s'il y a un espèce de destin de Fatoum qui vient nous faire vivre pile ce qu'on doit vivre et à la famille aussi. Mais ce serait quelque part dommage de se mettre dans une cabine de suicide assisté, puis d'appuyer sur un bouton qui est personne et de partir comme ça, où voilà, tout le monde s'en laverait les mains. Au niveau juridique, la responsabilité serait bien diluée, il y aurait pas de problème. Mais en termes d'expérience initiatique, il se serait rien passé, alors même que vous avez décrit qu'à chaque fois, c'est une sorte d'expérience initiatique pour ceux qui sont autour, qu'on n'en sort pas pareil, que ce soit l'ado ou que ce soit en tant qu'adulte, on en sort transformé intégralement et avec une sorte de rapport à la vie, au vivant renouvelé, comme une petite flamme de vie qui est ravivée. Tout à fait. Et puis, il y a une expression qui est revenue très souvent chez les vétos quand ils parlent d'euthanasie, c'est qu'ils disent souvent aux propriétaires, c'est le dernier acte d'amour que vous pouvez offrir à votre animal. Et ça revient très très souvent chez les confrères et les consoeurs. Ça peut paraître bizarre de dire ça comme ça, mais je pense que quelque part, c'est une manière de faire visualiser aux propriétaires la fin de la souffrance pour leur faire accepter le deuil sans avoir à culpabiliser derrière aussi. Et voilà, c'était juste pour préciser cette petite notion que j'avais notée de mon côté. Merci, peut-être on s'approche doucement du terme de notre entretien, si c'est OK pour vous, pour en rediscuter, hein, mais merci pour ce petit détour chez l'animal qui nous montre que peut-être il y a des choses à en tirer pour l'humain, où l'euthanasie est déjà complètement normalisée, on pourrait dire, mais où elle soulève des questions éthiques, des questions morales, des questions réglementaires, des questions de folie administrative parfois, d'abattage de masse, donc ça n'a aucun sens au nom de la protection du monde entier. Elle vient, voilà, elle vient secouer quand même nos certitudes sur ce que devrait être la mort. Moi, je suis pas du tout sûr de savoir clairement ce que doit être la bonne mort, ni même ce que je souhaiterais ce jour-là ou pour les proches autour de moi. Mais enfin, ça a le mérite de nous y faire penser et de commencer à essayer de l'apprivoiser petit à petit et d'en faire une alliée, quelque chose d'important qui va se passer et surtout pas quelque chose de comment on pourrait dire, quelque chose d'insignifiant. Moi, c'est une des craintes que j'ai avec cette loi, c'est que la mort devienne quelque chose d'insignifiant, devienne une procédure, un process administratif, un process médical, une certaine dose à injecter, et que tout le reste est disparu. Alors même que pour moi, c'est tout le reste qui est important. Peut-être je vous laisse la parole pour conclure. Prenez le temps que vous voulez pour les auditeurs. Quel message vous auriez envie de passer, quelles choses dont on n'a pas parlé vous auriez envie de rajouter. Neila, tu veux commencer ? Justement, pour aller dans ton sens, Louis, moi, ce que j'aimerais soulever, c'est effectivement que ce soit pas une banalisation de la mort, hein, mais au contraire que ce soit vraiment plus amener les personnes à se retrouver, à vraiment se réapproprier ce moment d'être avec les personnes comme avec l'animal et d'en faire un rituel plutôt qu'une banalisation. C'est quand même le dernier moment où on va pouvoir avoir l'individu
qui anime un corps. Après, une fois qu'on est mort, il y a le corps qui va se dégrader et l'énergie qui a été véhiculée par ce corps va se dissiper. Alors, revient pas, j'en sais rien, hein, ce qu'il y a après la mort, mais en tout cas, d'honorer ce moment-là et de l'accompagner, c'est vraiment quelque chose qui est vraiment important. Et c'est important de ne pas le banaliser, mais de le ritualiser pour se le réapproprier. Merci à tous. Moi aussi, je pense que c'est important c'est super de pouvoir parler de tout ça et puis peut-être de susciter que les gens en parlent. Peut-être que ça va être le bien fondé de cette proposition de loi et j'espère que si elle aboutit, elle sera réduite à... Enfin, les conditions pour son application seront pas toutes celles qu'on a vues qui sont inadéquates. Qu'on se réapproprie cette notion de mystère, accepter que dans ce monde où on voudrait tout expliquer, tout rationaliser, ça reste un mystère, effectivement. Quelque part, la naissance et la mort sont deux mystères, deux beaux mystères qui encadrent le vivant et que la partie de vie doit justement, les vivants doivent faire en sorte que le mystère de la vie soit préservé, de la naissance et le mystère de la mort, parce que pour la naissance, on a un petit peu le même problème, c'est que maintenant, les femmes, il faut qu'elles accouchent tel jour à telle heure, on laisse plus les choses surgir spontanément. Alors, on ne sait pas ce qu'il y a derrière, mais moi, mes croyances ont tendance à me faire penser qu'il y a quelque chose qui nous échappe un peu, mais qui est important, et pour la mort, que ce soit des animaux et surtout, évidemment, des humains. Voilà, ce mystère, essayons de pas le mettre dans une boîte, essayons de le laisser se développer autant qu'il en a besoin. Et je pense que ça fera pas de mal d'en parler sous cet angle-là. Merci. Alors, moi, si je devais faire un mot de la fin, ça serait pour rappeler que pour moi, la mort, elle fait partie de la vie. C'est une étape parmi tant d'autres. Peut-être l'étape finale pour ce monde-là, mais après, on ne sait pas ce qui se passe ou avant. Bref. Et toujours est-il que c'est important d'essayer de cadrer pour pas qu'on décide à la place des autres quand est-ce qu'ils doivent mourir. Parce que on a chacun notre mot à dire sur notre propre mort, en fait. C'est un petit peu à soi aussi de savoir, mais sans pour autant se laisser influencer, parce qu'il y a beaucoup d'influences dans tout ce monde, on est conditionné à plein de choses, et on est de plus en plus conditionné à mourir ou à se donner la mort, et ça c'est triste. Mais justement, ça revient à cette conclusion que moi, ce que j'appelle à faire, c'est à honorer la vie, et honorer la vie en faisant en sorte que personne ne se sente dans cet état où il en vient à penser que la mort serait meilleure que la vie. C'est quelque chose qui m'a toujours énormément bouleversée, de voir que des gens puissent imaginer que la mort puisse être un apaisement quand ils vont physiquement bien, je veux dire, quand ils sont pas à un stade d'agonie où c'est le dernier moment où vraiment la flamme de vie s'éteint, de voir leur flamme de vie s'éteindre uniquement pour des considérations psychologiques, morales, voilà, c'est quelque chose qui m'attriste énormément, et je pense que si on veut limiter les dérives, si jamais des lois, parce qu'on sait très bien que les lois ne sont pas toujours très justes et légitimes, si jamais des lois qui sont un peu amorales venaient à voir le jour, moi, je fais confiance en l'humanité pour faire en sorte que jamais on ne donne l'opportunité que des lois puissent aller à l'encontre du vivant, dans le sens où c'est à nous aussi de prendre soin de tout ce qui est autour de nous. Voilà. Un grand merci à toutes les trois pour ces apports. Merci à tous ceux qui nous ont regardés, et puis que la discussion puisse se poursuivre entre nous. Entre vous, c'est notre intention, hein, que voilà, ça vienne nourrir vos réflexions, et puis faire rediscuter avec les gens que vous aimez, et puis même les gens que vous aimez pas. Donc vous avez parfois rêvé de les supprimer, mais non. On se retrouve tout bientôt pour d'autres entretiens. N'hésitez pas à appuyer sur la cloche, liker, faire tout ce qu'il faut pour que ça soit transmis, parce que tout ça n'existe que parce que vous le transmettez. Tout ça est bénévole et fait pour être au service du bien commun, comme le farandole de Céline, que je vous invite à aller voir. Voilà, ce petit coup de pub. Vous sentez-vous libre. À tout bientôt. Merci beaucoup.
Ah oui, tu veux dire encore quelque chose, Céline, vas-y. Ouais, c'était juste parce que je voulais rendre hommage à ma graphiste vidéo qui a un boulot monstrueux. On a ce journal, mais on a aussi des réseaux sociaux et notamment une chaîne YouTube, Les Enfants Phares, et YouTube et Crowdbunker, parce que je vais faire la pub de Crowdbunker. Et c'était juste pour signaler, parce qu'elle m'a dit que j'en parlais pas assez, que n'hésitez pas à voir aussi tous les entretiens qu'on fait dans nos journaux, sont transmis en général là-dessus. Voilà. Et je voulais finir là-dessus. Je mettrai les liens en dessous de la vidéo, vous pouvez les retrouver. Merci, oui, merci. Très belle journée. Au revoir. Au revoir.